Pour notre 5e podcast Talk Sapiens La Tribu, nous nous intéressons aujourd'hui à la Smart City, à quoi ressemblera la ville du futur. Plus 2 milliards d'habitants sur Terre d'ici 2050, je viens d'apprendre les derniers chiffres de croissance démographique. Plus de 2 tiers de ces habitants d'ici 2050 vivront dans un univers urbain, dans des grandes villes, dans des grandes métropoles. Comment faire en sorte que ces villes soient vivables, comment permettre leur croissance tout en accordant une bonne qualité de vie à leurs habitants, en quoi la technologie, ou les technologies peuvent permettre de résoudre un certain nombre des problèmes que pose la croissance urbaine. Pour en parler, nous avons avec nous Julie de Pimaudan, qui est cofondatrice d'une Civic Tech, je crois qu'on peut dire ainsi, qui s'appelle Fluicity. Bonjour. Bonjour. Albert Asseraf, qui est le directeur général stratégie du groupe JC2Co. Bonjour. Bonjour. Et Mathias Souillet, qui est cofondateur de Wintix, qui travaille notamment dans l'intelligence artificielle sur les caméras de surveillance, mais on va en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être la première question, et peut-être à chaque fois, à chacun d'entre vous, vous proposez de dire un mot aussi de ce que vous faites et de ce que votre groupe fait en matière de Smart City. Peut-être un mot de définition, Albert Asseraf. La Smart City, on sait, c'est un concept un peu marketing inventé par le monde informatique américain, dont un qui a une initiale en 3 lettres qu'on connaît bien, IBM, qui disait cherchons à vendre des solutions aux grandes villes, plutôt occidentales au départ, pour essayer de vendre de l'informatique aux municipalités. Aujourd'hui, le concept a pas mal évolué. Je ne sais même pas d'ailleurs si le mot de Smart City, qui est assez je dirais, critiqué, qui fait polémique, qui est encore d'actualité. Qu'est-ce qu'on entend par une ville intelligente ? Si on devait le limiter à une phrase, on pourrait dire que c'est un modèle de développement urbain, mais du présent, pour améliorer les villes, dans un terme qui est assez court. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la Smart City comme une projection à 10, 15 ou 20 ans. C'est en ce moment même que se jouent les transformations. Et il y a tout autant, évidemment, d'innovation incrémentale dans l'univers de l'environnement, du social, de l'économie durable, qu'on voit aujourd'hui apparaître en ville. Et donc, de notre point de vue, c'est quelque chose qui est en train, en ce moment même, de transformer les villes. Et alors, JC2Co et la Smart City ? Alors, comme vous le savez, nous sommes un acteur historique des villes depuis un peu plus d'un demi-siècle et nous sommes dans 4000 villes dans le monde. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que là où nous avons historiquement proposé des services physiques, nous avons aujourd'hui, on le voit bien, un couple, services physiques et numériques, dont l'objet reste le même, améliorer la vie des individus en ville, plus de confort, plus de qualité, plus d'accueil, plus d'informations, mais on pourra détailler certaines de ces innovations. Absolument. Julie de Pimaudan, la Smart City, est-ce que c'est un concept qui vous parle ? Est-ce que vous reconnaissez ce terme ou est-ce qu'il faudrait en trouver un autre ? Tout à fait, je pense que la Smart City, c'est un terme intéressant qui est là depuis longtemps. Après, il faut voir ce qu'on entend par intelligent. De notre point de vue, chez Fluicity, la ville intelligente, c'est avant tout une ville qui est à l'écoute de ses citoyens, qui est capable d'informer de manière fluide sur la quantité de nouveaux points d'information qui existent dans les villes, de le faire de manière transparente et rapide. Il y a également un aspect de collaboration, donc permettre aux citoyens de collaborer à l'amélioration permanente de leur état urbain. Et enfin, il y a l'intelligence qui fait qu'à partir du moment où il y a énormément de participation et d'interaction, les élus, les prestataires et les différents partenaires de la ville sont capables d'agir de manière plus pertinente par rapport aux problèmes qui arrivent en temps réel. Donc c'est d'arriver à mettre en musique en permanence cette nouvelle forme de collaboration, de transparence et d'intelligence au sein d'une zone urbaine. Et alors, vous avez créé Fluicity. Qu'est-ce que c'est Fluicity ? En quoi vous intervenez dans cette Smart City ? Donc, Fluicity, c'est un site et une application mobile qui permet la consultation des habitants au travers du numérique. Donc, c'est non seulement permettre aux élus de consulter en temps réel les habitants sur un certain nombre de sujets concernant les politiques publiques, mais qui permet également à des citoyens de participer de manière spontanée à l'amélioration de leur ville en proposant des idées, des améliorations, en posant des questions et en étant dans une logique de participation et d'amélioration continue. Alors, Mathias Souillet, on termine le tour de table sur la définition de la Smart City. Est-ce qu'elle représente pour vous ? Je vais rejoindre ce qui a été dit avant. Pour moi, la Smart City, c'est avant tout une ville qui cherche à être plus efficace grâce à la technologie.
Avec le numérique et la donnée au cœur de cette initiative, plus efficace, ça veut dire en fait sur tous les domaines qui concernent la ville. Il y a des initiatives à tous les niveaux. Donc, une Smart City, ça peut être une ville qui essaye d'être plus efficace du point de vue de la mobilité, du point de vue de la gestion de l'énergie, du point de vue de l'environnement, de l'interaction avec les citoyens, sur la démocratie participative, etc. Donc, il y a énormément d'initiatives qui contribuent à faire des villes plus intelligentes grâce à la technologie. Et alors, Wintix, donc vous faites quoi ? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un logiciel d'intelligence artificielle qui se branche sur des caméras pour transformer automatiquement des images en informations pertinentes pour les gestionnaires de villes et d'infrastructures. Notre ambition, c'est en donnant une visibilité précise aux gestionnaires de villes sur ce qui se passe, notre ambition, c'est qu'avec cette donnée, les gens pourront construire des villes qui correspondent plus aux usages, qui seront plus confortables et plus durables. Et un cas très concret, c'est par exemple qu'on va se brancher à un carrefour et grâce à nos algorithmes qui vont comprendre exactement ce qui se passe sur le carrefour, on va pouvoir par exemple mettre en place une régulation dynamique des feux de circulation et réduire significativement la congestion. Il ne faut pas qu'il y ait forcément trop de travaux comme on l'a en ce moment à Paris pour que ça marche, j'imagine. Il faut qu'on puisse passer. Exactement. Mais les travaux sont notamment un préalable pour rendre les villes plus durables et plus agréables. Des choses qu'on peut prévoir. Oui, bien sûr, une ville qui est mieux aménagée. Exactement. Certain. Alors peut-être je vais revenir pour commencer à la question de la participation des citoyens et de l'acceptabilité des changements dans une ville qui, effectivement, connaît des transformations importantes comme Paris, mais ça serait valable dans la plupart des grandes métropoles. Julie de Pimonon, comment effectivement, on voit bien que ça se développe beaucoup, on est dans une démarche beaucoup plus horizontale. Je suis pas sûr que ce soit complètement nouveau. J'ai souvenir d'une conversation avec Alain Juppé qui m'a dit qu'il avait mis 20 ans pour construire le pont, Chaban-Delmas. Donc ça a toujours été compliqué de toute façon de transformer la ville, parce qu'il faut le faire en bonne intelligence, si j'ose dire, avec les habitants. Comment est-ce qu'on peut procéder ? Comment est-ce que de nouveaux outils peuvent permettre de mieux faire coopérer les habitants ensemble ? Tout à fait. Non, c'est vrai que ça fait un petit temps qu'on essaye de réfléchir à des manières de rendre plus efficace la construction et la co-construction de projets dans les villes. Grâce au numérique, aujourd'hui, on est quand même capable de répondre à ces enjeux avec des solutions innovantes qui sont de plus en plus performantes et qui montrent leurs effets dans aussi bien l'information auprès des citoyens, mais également l'acceptabilité des différents projets auprès des parties prenantes. Et enfin, d'être capable d'intégrer peu à peu la parole des citoyens dans la construction de différents projets. Je vous donne un exemple. Nous, on va aussi bien travailler avec des villes sur des sujets de politique publique comme la mobilité, l'emploi, l'écologie, en lançant des enquêtes ou des sondages, mais on peut aussi travailler au niveau d'un projet. Donc, par exemple, sur Réinventer Paris ou Réinventer la métropole, on a été lauréat sur de nombreux projets, notamment avec BNP Paribas Immobilier, qui décident de consulter en fait les habitants autour des projets. C'est-à-dire qu'ils vont documenter le projet sur la plateforme, expliquer les différentes étapes, poser des questions aux citoyens, aux riverains. Et nous, notre travail, ça va d'aller chercher un échantillon représentatif de citoyens pour les faire participer sur les différentes questions qui impactent leur vie au quotidien. Grâce à ces données, le promoteur immobilier va être capable d'utiliser la parole des citoyens pour améliorer le projet et mieux répondre à leurs enjeux. Donc, par exemple, il avait été demandé sur le projet de Ternvilliers de savoir si quelles étaient les attentes au niveau écologique ou au niveau des commerces dans le nouveau centre urbain qui allait être construit. Et ça a permis vraiment de répondre aux attentes des parties prenantes sans forcément être toujours à l'écoute des mêmes, c'est-à-dire souvent des associations ou des citoyens qu'on peut appeler professionnels qui sont très présents pendant les réunions publiques et qui du coup vont avoir une parole qui va être peut-être déséquilibrée par rapport au reste de la population qui pour autant est intéressée par les changements urbains qui les concernent. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que de manière très pragmatique, aujourd'hui, des élus ou des porteurs de projets dans les villes peuvent s'emparer de technologies innovantes pour répondre à des sujets sociétaux de manière responsable et inclusive, tout en faisant leur métier de manière de plus en plus efficace. Albert Asséraf, vous avez une vision globale, en tant que, vous l'avez dit, vous êtes dans 4000 villes. Est-ce qu'on trouve des points communs dans cette logique de smart city ou de ville participative? Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui devenu finalement mainstream, quels que soient les endroits où on est dans le monde? Il faut construire la ville avec les habitants. Et quels sont les grands enjeux, les grands défis de transformation que vous observez?
Alors, sur les grandes attentes, on va dire transversales à toutes ces régions, puisque ces 4000 villes dont on parle, c'est 83 pays, donc c'est déjà une représentation assez grande sur la planète. Il y a en effet un certain nombre de grandes thématiques qu'on voit apparaître partout. S'abriter, s'informer, l'accueil dans la ville, le fait de pouvoir accéder au réseau. Et on sait qu'il y a un vrai sujet quand je parle du réseau, c'est ici du réseau pour avoir de la connectivité dans les plus grands endroits. Et donc pour ça, on essaie d'avoir, nous, des grandes verticales qui permettent de répondre à ces sujets-là. Donc le fait d'abriter, c'est les abris voyageurs qui ont fait le tour du monde désormais, à peu près dans toutes les villes et toutes les grandes capitales. Mais c'est aussi maintenant des réseaux de micro-antennes qu'on installe dans les mobiles urbains qui permettent d'améliorer la connectivité et d'avoir toujours accès à la donnée sur son terminal mobile. C'est aussi le fait d'avoir des offres de Wi-Fi gratuits. Parce qu'on voit que les gens, parfois, dès lors qu'ils sont en déplacement, souhaitent avoir accès à leurs données dans les meilleures conditions, dont on développe des offres de Wi-Fi gratuits. Et puis évidemment, l'information des citoyens avec les écrans digitaux qui, aujourd'hui, permettent une information en temps réel. Et ça rejoint ce que disait Julie, c'est-à-dire que, en effet, cette demande de participation, dans tous les pays matures, on l'observe très nettement. C'est-à-dire que les gens considèrent désormais que la ville doit être co-construite avec eux, dès lors que les moyens sont réunis pour qu'on leur donne la parole, que la parole soit traitée très rapidement et qu'elle soit restituée aux autorités qui vont prendre les grandes orientations. À une époque, c'était plus long, faire un sondage sur un échantillon représentatif. Aujourd'hui, la masse de répondants est telle qu'en soi, elle devient presque scientifiquement acceptable parce que les gens sont prêts à contribuer, donner. Et une parenthèse, je rencontrais hier même une start-up lilloise qui, elle, fonctionne sur la voix. C'est-à-dire que vous laissez sur n'importe quelle borne ou mobilier votre sentiment, votre remarque. L'entreprise sait synthétiser les grandes dimensions de ce qui a été dit pour en faire une restitution, pour dire voilà les grands thèmes qui ressortent à partir de l'analyse de la voix et des algorithmes qui ont analysé en temps réel les remarques des uns et des autres. Donc on voit qu'on est dans un monde où aujourd'hui la participation est indispensable. De votre observation, est-ce qu'il y a des villes dans le monde qui sont plus en avance que d'autres? On cite souvent Singapour, qui est un modèle pas forcément politique, mais en tout cas peut-être un modèle de ville. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a finalement des villes qui ont vraiment pris le lead sur la Smart City? C'est vrai qu'on cite Singapour à juste titre parce que les autorités se sont emparées du sujet et que la thématique de l'intelligence artificielle est totalement transversale à toutes les initiatives qui sont prises en ville. Donc on voit des vraies réalités à Singapour. Mais quand une ville comme Shenzhen décide que désormais, ou à très court terme, tous les véhicules publics et tous les taxis sont électriques, c'est des décisions qui vont transformer la ville, son approche, mais aussi l'infrastructure, la manière de se déplacer, la manière d'accéder à la mobilité. Donc il faut toujours garder à l'esprit que, quelles que soient les villes qui prennent des initiatives, et il y en a par exemple à Lyon, des initiatives très intéressantes, même en France, on a de très belles choses qui sont faites, à chaque fois, en effet, c'est les autorités, l'impulsion politique qui vont permettre d'accélérer. Mathias, peut-être sur ce point justement, sur la gouvernance des villes, c'est vrai que des caméras, puisque c'est une partie de la matière première que vous utilisez, il y en a maintenant dans toutes les grandes villes en tout cas. Comment vous qui êtes en contact, j'imagine, avec des municipalités, comment est-ce qu'on peut utiliser effectivement cette masse d'informations et au service de quel type de projet? Quand on parle de caméra, tout de suite, ça peut faire peur. Et on revient au thème Black Mirror, on pense aux Chinois exactement, avec la notation sociale. Tout ça. Donc, du coup, on converge assez rapidement vers l'enjeu de l'acceptabilité de la technologie. Et plus les projets sont ambitieux, plus il faut être capable de fédérer les citoyens et de faire accepter les projets. Donc, c'est un vrai sujet. Nous, sur la caméra, encore une fois, on est là pour... On est dans la tech for good, encore une fois, on est là pour simplement, on va dire, capitaliser sur un réseau qui est immense aujourd'hui. Il y a 1 million de caméras de vidéosurveillance en France qui sont déjà installées. On en installe de plus en plus et qui sont sous-exploitées.
alors qu'on voit que les villes sont sous pression et on part du principe que une caméra c'est comme un œil, donc si on met des algorithmes derrière, on va comprendre exactement ce qui se passe, non pas pour espionner les gens, mais simplement pour comprendre leurs habitudes et essayer de dessiner des villes qui correspondent mieux. Donc je vous citais des cas d'usage sur la mobilité, mais c'est aussi comprendre comment sont organisés les espaces pour derrière avoir des recommandations sur des réaménagements de places, des réaménagements d'espaces publics, etc. Et l'enjeu de l'acceptabilité, on en parlait, il est hyper important. Et il y a un cas dont on parle souvent, c'est Toronto. C'était peut-être le projet le plus ambitieux point de vue technologique sur la Smart City. Il y a un quartier Quayside qui a été confié à Sidewalk, qui est une filiale de Google, où en gros on a confié les clés à Google en disant voilà, vous allez piloter le projet, on va faire de ce quartier le quartier le plus innovant, le plus technologique du monde. Alors au départ ça a suscité beaucoup d'enthousiasme, mais aujourd'hui il y a une vraie levée de bouclier de la part de mouvements citoyens, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de privatiser l'espace public, qu'on est en train de perdre la main sur les données. Et donc il y a vraiment tout cet enjeu de communication, surtout quand les citoyens peuvent facilement communiquer, peuvent facilement prendre la parole pour faire accepter et dire que la technologie va dans le bon sens et pas dans la privation de liberté. Vous soulevez un point très important qu'on pourrait discuter tous ensemble. Effectivement, la question de l'ouverture des données et de à qui appartiennent les données, entre guillemets, publiques qu'on peut avoir dans l'espace public est un sujet qui monte très fort. Or, il y a dans la ville de plus en plus d'acteurs privés, d'acteurs des mobilités, d'acteurs de la sécurité, d'acteurs dans tous les domaines. Comment est-ce qu'on peut imaginer, on sait qu'il y a des législations qui sont en train d'arriver pour peut-être forcer à l'usage de ces données dans une logique de bien commun. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît aujourd'hui une des clés de l'acceptabilité de cette ville de plus en plus intelligente, mais de plus en plus, j'allais dire, intrusive aussi ? Oui, en effet, on peut dire que la donnée qui est collectée dans l'espace public, en quelque sorte, doit être un bien commun. C'est le sens de la démarche de l'open data qu'adoptent notamment beaucoup de villes françaises. Il y a Nantes qui est en pointe là-dessus, mais à Paris aussi, il y a beaucoup d'initiatives. Et l'idée, c'est justement de se dire que si la donnée publique de l'espace public est mise à disposition de tout le monde, derrière, ça va bénéficier parce qu'on va permettre à des gens de construire des applications qui vont permettre d'améliorer tout simplement le bien-être, d'avoir une ville plus efficace, avec plein de cas de concrets sur ces sujets. Donc oui, c'est une démarche, l'open data, la mise à disposition des données qui sont collectées dans l'espace public, qui permet largement de rendre les villes plus confortables et plus intelligentes. Julie, vous observez cette tension entre bien commun et privatisation de la ville dans les rapports que vous avez avec les municipalités avec qui vous travaillez ? Dans une certaine mesure, je pense qu'on a en effet un certain nombre de villes qui se disent voilà, il faut innover. Et pour innover, on ne va pas tout reconstruire à zéro. Et donc, c'est vrai que c'est la tentation quand on est une ville de se dire on va le faire nous-mêmes, on a un DSI, ça peut devenir notre cœur de métier de monter une plateforme ou des nouvelles technologies. Et puis, si jamais la technologie est caduque, dans 24 mois, on recommencera. Et donc, c'est vrai que c'est à cause de ces logiques-là que pas mal d'acteurs publics ont pris du retard sur l'innovation technologique au sens large. Donc pas mal d'élus aujourd'hui sont en train de se réveiller et de se dire finalement il existe des technologies très innovantes avec des modèles d'affaires particuliers, avec des modes de stockage de données qui vont être peut-être pas exactement ceux qu'ils avaient souhaité au départ, mais ça va nous permettre d'expérimenter, d'innover et d'avancer dans un certain domaine comme celui de la gouvernance ou de la participation citoyenne ou des caméras de surveillance. Et grâce à ça, je pense qu'on a permis de faire un bond en avant dans un certain nombre de villes et de permettre à des villes françaises notamment, et belges là où on est présent aussi, d'expérimenter la Smart City. Aujourd'hui, on arrive à un stade de maturité où de plus en plus de villes se disent, maintenant qu'on a appris, qu'on a expérimenté, comment est-ce qu'on redevient souverain de nos propres données ? Comment est-ce qu'on fait les choses un petit peu par nous-mêmes, histoire d'augmenter notre base de données propre, d'augmenter notre visibilité auprès des citoyens et de construire en fait une vraie intelligence sur le long terme.
Et donc je pense que c'est important pour les villes de se remettre en question dans le type de personnel qu'ils peuvent avoir. On a de plus en plus aujourd'hui de Chief Digital Officer, donc, des personnes qui vont vraiment s'occuper de la donnée en interne des villes. Et je trouve ça très très intéressant d'avoir ce nouveau type de métier, que ce soit cela, que ce soit un community manager, que ce soit des gens qui comprennent la technologie et qui, avec un grand nombre de différentes innovations qu'ils peuvent déployer dans les villes, décident d'intégrer ces différentes sources de données dans une même plateforme pour pouvoir piloter la ville sur le long terme et garder une forme de gouvernance en bonne intelligence avec les différents fournisseurs avec lesquels ils travaillent. Vous avez cité un sujet intéressant qui, je pense, parle certainement à JC2Co, c'est le mot modèle d'affaires. Donc effectivement, dans le développement de la Smart City, longtemps, on a cherché le business model, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément certain que les investissements, qui sont quand même lourds, il faut le dire, étaient rentables. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a évolué ? Est-ce qu'on a trouvé, alors peut-être dans une logique plus de partenariat public-privé, effectivement, mais est-ce qu'on a trouvé ce modèle d'affaires, ce business model de la Smart City aujourd'hui ? La difficulté, c'est qu'il n'y en a. Oui. La difficulté, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Et évidemment, moi, pour piloter aussi l'open innovation chez JC2Co, je passe mes journées à rencontrer des startups qui ont, dans un très grand nombre de cas, d'excellentes idées de transformation de la ville sur un certain nombre de sujets technologiques, techniques, durables. Bon. Mais c'est vrai que souvent, c'est le modèle économique qui peut poser problème parce qu'il n'y en a pas de très nombreux. Puisqu'il faut qu'à un moment, quelqu'un paye. Soit la collectivité est prête à payer, on sait qu'en France en particulier, les moyens des collectivités sont de plus en plus réduits, soit le consommateur final est prêt à payer pour un service, mais aujourd'hui la gratuité est quelque chose qui est quand même très fréquent, que ce soit pour l'information, que ce soit pour se déplacer. Aujourd'hui, personne ne voudrait payer Waze pour se déplacer. Donc le modèle économique est ailleurs. Que fait Waze ? Waze, ils vont mettre de la publicité désormais sur l'écran qui va vous donner la navigation. Alors ce qui pose un autre problème d'ailleurs, qui est celui de la donnée dont vous parliez il y a un instant et qui est décisif. Si je peux me permettre une parenthèse sur le sujet, c'est que nous on répond à des marchés publics et donc on doit se plier à juste titre au code des marchés publics. Et donc les villes vont déterminer aujourd'hui qui est propriétaire de la donnée, qui en a l'exploitation et ainsi de suite. Cependant, les entreprises privées dont vous parliez, elles, collecte de la donnée sans aucun rapport avec les marchés publics, puisque Waze, par exemple, que je citais à l'instant, récolte des milliards de données de la même manière qu'Uber sur vos déplacements. Et la collectivité ne peut pas dire « cette donnée m'appartient », puisqu'elle est collectée dans un espace qui reste privé, celui de sa voiture. Elle est tentée de le faire. J'ai entendu Jean-Louis Missica, pour dire sûr. C'est que lui, à Paris, qui suit beaucoup ces sujets, par exemple, dire à un moment donné, il va falloir prendre des mesures, j'allais dire, d'ordre public, pour forcer à ce que ces données soient partagées. Voilà, ça veut dire que ça passera par la loi, mais aujourd'hui, telle que la loi est constituée, les données privées appartiennent à celui qui les collecte et il en a le bénéfice. Et donc on imagine bien que Waze, comme Uber par exemple, connaissent mieux que personne les trajets que nous effectuons au quotidien, puisqu'ils ont l'historique de tout ça. Et donc vous avez raison, seule la loi, et sans doute une loi contraignante, pourrait changer ça demain, mais je pense qu'on en est encore assez loin. Voilà, c'était une parenthèse pour dire que la donnée... C'est une parenthèse importante, parce qu'on connaît cette formule décisive. Qui est très connue dans le monde du numérique d'aujourd'hui, c'est si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Donc d'une façon ou d'une autre, Exactement. on va les citer, ce sont donc les grands acteurs, principalement aujourd'hui américains, peut-être demain aussi chinois, qui dominent la sphère Internet. Donc c'est les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Certains d'entre eux sont très présents dans la ville, par en plus une capacité très holistique. C'est-à-dire qu'on voit bien, là aujourd'hui Facebook lance une monnaie, Amazon c'est à la fois le transport, le commerce. Est-ce que vous sentez qu'il y a une forme de captation de la ville possible par ces géants et on voit bien que les municipalités dans le monde entier ont une vraie difficulté, une gêne. Je peux citer également, vous l'avez dit, Uber, Airbnb, dans d'autres domaines. Oui, d'une certaine manière, ils ont aujourd'hui une telle puissance qu'ils modifient la structuration même des villes. Si on reprend notre exemple, il y a un instant, de Waze. Qu'est-ce que fait Waze ? Il vous envoie vers des itinéraires alternatifs. Et donc, des rues qui étaient calmes ne le sont plus, des quartiers qui étaient peu fréquentés ne le sont plus, et donc ça a un impact
sur le prix de l'immobilier. Et donc un certain nombre aujourd'hui de personnes disent « mais moi j'avais acheté une maison calme dans tel quartier ». C'est devenu une autoroute urbaine parce que Waze déverse finalement des milliers de véhicules pour éviter qu'ils passent par la voie principale. Donc ça, c'est un premier exemple. Un second exemple, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont la capacité à faire la mesure de la micropollution dans les villes. Et donc, elles disent, moi, je vais vous donner la pollution non plus globalement, mais par micro-quartier. Même chose, impact immédiat parce que les gens, dès lors qu'ils sauront que leur quartier est parmi les plus pollués, ça a un impact sur la fréquentation de la crèche, la fréquentation de l'école, le prix de l'immobilier. Bon, tout ça pour vous dire que tous ces opérateurs qui ont la capacité aujourd'hui à privatiser d'une certaine manière des milliards de données en les collectant de manière tout à fait légale, mais il est vrai essentiellement par notre propre intermédiaire, les individus qui se livrent même beaucoup, font qu'ils ont un pouvoir en effet considérable sur la transformation de la ville elle-même. Mathias Souillet, c'est quelque chose que vous observez aussi, cette transformation pas forcément désirable de la ville et cette question des business models, qu'est-ce que ça vous évoque ? Sur la transformation de la ville, effectivement, vous preniez l'exemple de Jean-Louis Missika, mais il y a une initiative justement à la ville de Paris qui s'appelle Data City, qui essaye de rendre la ville plus smart grâce à des collaborations grands groupes start-up. C'est un concours de sélection de start-up qui effectivement utiliserait de la donnée partagée. Et à l'occasion du discours, effectivement, Jean-Louis Missika a parlé d'adversaires politiques en faisant référence au GAFA. Donc il y a un vrai enjeu de données. Il y a un cas très concret à Paris, c'est les trottinettes. Les trottinettes, elles ont en 1 an, parce qu'il faut imaginer qu'il y a 1 an, ça a à peine apparu. En 1 an, ça a transformé complètement le paysage de Paris. Et la ville de Paris a justement beaucoup agi, et nous, chez Wintix, on y a contribué aussi, a quelque part contraint les opérateurs de trottinettes à leur libérer la donnée. Donc Paris aujourd'hui collecte la donnée de tous les opérateurs de trottinettes pour savoir où vont les trottinettes. À terme, ça va permettre notamment de réduire la vitesse et de mettre des zones dans lesquelles on ne pourra pas dépasser les 10-15 km/h, mais aussi pour comprendre où se stationnent les trottinettes. Et grâce à la donnée que libèrent ces opérateurs de trottinettes, Paris est en train de dessiner des zones dans lesquelles les conducteurs de trottinettes seront contraints d'aller se stationner. Donc pour réaménager l'espace public en bonne intelligence avec les gens qui ont la donnée. C'est vrai que c'est un problème qu'on voit dans toutes les grandes villes du monde, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des trottinettes. Cette question, effectivement, de l'intrusion de ces nouveaux services, au départ, ça paraît sympa, et puis, comme c'est la concurrence ou l'anarchie, on a un vrai danger, effectivement, de rendre la ville invivable, en tout cas incivique. Et c'est une question peut-être aussi, il faudrait citer ici la loi, pour la France, la loi L'Homme sur les nouvelles mobilités, qui va donner des nouveaux pouvoirs de régulateurs aux maires. Donc effectivement, est-ce que ça c'est la réponse aussi à cette évolution de la Smart City, dans notamment le sujet des mobilités, c'est un pouvoir de régulateur plus important pour les dirigeants de la ville, élus quand même, qui sont censés rendre compte aux citoyens. Bah oui, ce que je vous disais que cet exemple... Ouais, ils voudraient réduire à 3, je crois, le nombre de Ils veulent réduire effectivement à 3, avec une redevance pour justement contribuer aux externalités négatives des trottinettes. Donc oui, je pense que ça passe par là. Et en quelque part, en fait, ça relégitime un peu tout ce qui se passe autour de la donnée, le pouvoir public qui reprend une forme de légitimité sur tous ces enjeux nouveaux. On sent qu'on a besoin de donner un cadre pour que ça profite vraiment au plus grand nombre. Là où il y a une belle opportunité sur des nouvelles mobilités plus douces de la trottinette, on voit qu'on a besoin quand même d'un cadre pour rendre ça effectivement bénéfique et pas anarchique. Albert et Julie, mais Albert, vous voulez réagir sur cette régulation finalement Non, en fait, pas exactement. C'est surtout sur le fait que vous parliez de modèle d'affaires. On a un excellent exemple ici. Vous mentionnez les trottinettes. Y a-t-il un modèle d'affaires ? Moi, je ne pense qu'il n'y en a pas. Une très bonne question. Il paraît que la trottinette a une durée de vie de 3 semaines, qu'elle vaut, je ne sais plus combien, 300 €, et qu'en fait, elle ne se rentabilise pas. Alors, exactement, mais ça pose 2 questions. Est-ce que le modèle social
des collaborateurs, si je peux les appeler ainsi, qui travaillent pour récupérer les trottinettes en pleine nuit avec des statuts d'auto-entrepreneurs, de compétition. En plus, socialement, entre... oui, voilà. Donc ça veut dire que si on veut une ville idéal. durable, cela passe à la fois par le fait de mettre à disposition, comme on le voit là, des systèmes innovants de mobilité, mais encore faut-il qu'ils soient respectueux d'un contrat social que l'on a tous ensemble pour que les emplois créés soient vertueux, de bon niveau, et qu'ils permettent aux gens d'en vivre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous dites, la ville va les taxer. Ça va être un deuxième niveau donc d'augmentation de leurs coûts, puisque s'ils ont un modèle social qui entre dans le cadre général et ensuite un coût d'occupation de l'espace public, le modèle qui n'est pas vertueux aujourd'hui ne le sera encore moins demain. Et on l'a vu avec les vélos en free floating, ils ont tous disparu de Paris. Il n'y en a plus qu'un, je crois, qui vaguement vivote, mais tous sont repartis de toute l'Europe. Il faut dire qu'ils ont profité, pour le cas de Paris, de quelques moments de, comment dirais-je, de déficit du service entre guillemets public, en tout cas du service de concession du Vélib. Donc il y a eu ce moment d'opportunité. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, le fait d'avoir levé de l'argent, et en l'occurrence, au faux, l'opérateur chinois avait levé 700 millions de dollars, peut-être, mais je crois, à ma connaissance, qu'ils ont absolument brûlé les 700 millions aujourd'hui. Je vais vous dire, même la Chine, on a fait un papier dans la Tribune sur ce sujet, même la Chine régule le free floating aujourd'hui, parce que chez eux, vu le nombre d'habitants, c'était devenu plus qu'insupportable. Je lui dis peut-être, alors je ne sais pas sur tout ce qu'on vient de dire, mais on la a dit déjà beaucoup de régulation. choses intéressantes. Juste réagir sur si c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit, qui me semblait tout à fait cohérent avant l'avènement de la RGPD. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que consommateur, on est quand même suffisamment bien informé sur en quoi nos données vont être utilisées, à quoi elles vont servir. On est bien plus au centre de la démarche des différentes startups avec lesquelles on interagit ou des différents géants avec lesquels on interagit. On a beaucoup plus le choix que c'était le cas auparavant. Donc autant, je suis d'accord, c'était le Far West avec les GAFA et les géants du web à l'époque. Autant en tant que startup maintenant qui a dû faire mon audit RGPD, me mettre à jour avec la régulation RGPD, j'ai trouvé que c'était une formidable opportunité de créer de la confiance avec les citoyens, les informer sur ce qu'on allait faire avec leurs données et de leur permettre justement de faire un choix, pas radical, mais de faire un choix d'être sur cette plateforme et de savoir exactement pourquoi ils y sont en toute connaissance de cause. Pour pas donner l'impression qu'on est là que pour critiquer, effectivement, c'est libéral. On est dans un monde où on a le droit de faire un certain nombre de choses. En tout cas, il peut y avoir des espaces de droit dans lesquels on peut se faufiler. Uber l'a fait. Le free floating quelque part aussi. Ce sont donc des nouveaux services. Donc, est-ce que finalement, c'est pas la nature des choses qu'il y a des demandes et des attentes des citoyens qui ne sont pas remplies, qui n'étaient pas remplies. Et il y en a peut-être, là on a cité la mobilité, mais il y en a peut-être plein d'autres qu'on n'a pas encore même inventées et qui vont arriver. Et ça, c'est le côté positif. Si on prend tout le monde des startups, je dirais il y en a peut-être une sur deux qui est dans le sujet de la ville et de la smart city. Non, c'est un peu... Exactement, il y a un très grand nombre de nouveaux usages qui sont en train d'émerger, notamment grâce ou à cause de l'évolution très très rapide des habitudes sur le numérique. Et la ville est tout simplement pas capable d'y répondre par elle-même. Donc, elle doit passer par des partenariats. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir des modèles de partage de données et pour leur permettre d'être plus efficaces dans leur gouvernance et pas de complètement couler sous le nombre d'innovations qui arrivent et de se laisser porté par un État qui deviendrait libertarien. Mais voilà, je pense que travailler en bonne intelligence avec les partenaires privés et leur permettre d'utiliser la donnée tout en la partageant avec la sphère publique, on a parlé d'open data tout à l'heure, qui est vraiment un modèle intéressant aussi. C'est vrai que c'est au cœur des discussions aujourd'hui, mais je pense qu'on n'a pas encore vraiment réglé le problème. Alors, on a cité beaucoup les mobilités. Il y a d'autres usages, ou plus exactement d'autres attentes qui vont s'imposer dans les grandes villes. Je citerai d'abord le climat. On va connaître sans doute une canicule dans quelques jours ou cet été, y compris à Paris, comme l'an dernier, j'allais dire, ça devient une habitude. Donc la question de la gestion du changement climatique dans les villes, est-ce que c'est pas un nouveau champ d'expérimentation, et ça dans le monde entier, parce que je cite Paris, mais en Inde, il fait 50 degrés. On vit dans un monde à 50 degrés dans une bonne partie de la planète, sans doute là où il y a la moitié des habitants.
Albert? Si, vous avez parfaitement raison, parce que l'évolution même des usages dont on parlait à l'instant sont liés ou est liée à des réalités de notre vie quotidienne. Et en effet, le sujet climatique en est un, et un certain nombre d'entreprises se saisissent du sujet, des grands groupes, des startups pour essayer d'inventer des îlots de fraîcheur dans les villes, une manière de mieux apporter l'eau dans les villes où aujourd'hui elle n'est pas disponible. Donc c'est sûr que l'innovation et l'inventivité, elle vient très souvent des entreprises et elle s'adapte finalement aux attentes du moment. Et malheureusement, vous avez raison, le sujet du climat est un des sujets du moment et des entreprises s'en emparent. En revanche, le rôle de la collectivité est bien d'orchestrer, de réguler, d'organiser pour que ces innovations bénéficient au plus grand nombre dans un modèle, on va dire, partagé, c'est-à-dire entre les pouvoirs publics et les entreprises. Il ne faut pas faire la Smart City que pour les riches. Exactement, il faut que ce soit la Smart City pour tous, si je puis dire, et c'est même son essence même de la ville intelligente, c'est qu'elle s'adresse à tous et que ce qu'elle doit apporter, elle doit le faire pour le plus grand nombre. Mais ce que je veux juste dire par là, c'est que vous avez raison, sur un certain nombre de sujets très structurants, on a parlé de la mobilité, mais ça renvoie aussi au sujet du climat, parce que l'essor inexorable sans doute de la voiture électrique va aussi transformer, je pense, et de la voiture partagée, et peut-être un jour autonome, va totalement transformer l'infrastructure des villes qui, pendant 100 ans, ont été conçues autour de l'automobile thermique. C'est-à-dire que les villes ont été construites autour de ça, désormais elles vont être construites différemment, et pour tous ceux qui circulent dans quelques grandes capitales mondiales, on en voit les effets. On peut bien que les villes sont en train de changer sous nos yeux, et que le partage de l'espace public va se faire différemment. C'est pas que Anne Hidalgo qui supprime des autoroutes urbaines sur les voies c'est un sujet de grande capitale mondiale, exactement. Julie Pimaudan, des outils de Civic Tech comme Fluicity sont sans doute indispensables pour justement construire ce dialogue, cette co-construction, je pense notamment au changement climatique. S'il y a un domaine où on voit bien qu'il y a à la fois une attente citoyenne et une difficulté à créer l'acceptabilité des changements, parce que ce sont des changements en réalité complets de nos modes de vie, c'est plus même que de simplement passer au vélo, fut-il électrique, c'est des changements dans les modes d'usage de la ville. Est-ce que vous sentez là un champ de développement, notamment pour l'aspect démocratique, entre guillemets, de la conduite du changement et de changements qui pourraient être radicaux? Oui, alors je pense que vers la fin de l'année, entre les différentes lois qui avaient été mises en place et qui ne respectaient pas justement certaines classes populaires, l'avènement des Gilets jaunes, les différentes marches pour le climat qui ont émergé un peu partout en Europe et puis dans le monde, on a senti que jamais les citoyens n'avaient eu autant besoin de s'exprimer sur des sujets d'intérêt général et vraiment de faire entendre leur voix. Nous, on l'a vu sur Fluicity parce que nos serveurs ont littéralement explosé pendant la période de décembre et janvier. On a juste fin du monde et fin du mois, ça a parlé. C'est ça. Pour nous, ça a été plutôt une opportunité parce que c'est vrai que ça faisait près de 3 ans qu'on allait voir tous les maires de France et de Belgique pour leur dire, vous allez voir, la consultation, c'est important, ça peut servir. Et il fallait un peu les convaincre. C'était un peu ce qu'on dirait dans un mauvais franglais, un nice to have. Donc la crise des Gilets jaunes, finalement, leur a démontré que vous aviez raison. Je pense que la crise des Gilets jaunes a rendu notre message beaucoup plus digeste pour une grande partie des élus locaux, mais pas que. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le problème de la gouvernance, il n'est pas que pour les collectivités territoriales ou pour l'Europe ou pour les États. Il se présente aussi pour les entreprises. On le voit avec l'avènement de la loi Pacte, avec près de 15% du parc immobilier français qui a décidé de changer de mission dans leur statut pour définir une nouvelle mission d'entreprise, devenir une entreprise plus citoyenne, plus responsable, plus en phase avec son écosystème du territoire. Et je pense que ce qui est très intéressant dans la période actuelle, c'est qu'on a une convergence entre de grandes attentes de la part des citoyens qui s'expriment de plus en plus, que ce soit sur les civic tech ou sur les réseaux sociaux, et un grand besoin pour un certain nombre de décideurs, qu'ils soient publics ou privés, d'être plus à l'écoute des citoyens pour prendre des décisions plus représentatives et plus inclusives. Donc les civic tech permettent effectivement de recréer ce dialogue. On est en train de le faire. On a des résultats, des micro-victoires qui se passent dans les villes dans lesquelles on travaille. Maintenant, il faut généraliser le processus. Vous avez des projets particuliers autour de l'environnement? Oui. On est en train de travailler sur une plateforme spéciale sur le climat. Elle va sortir d'ici à la fin de l'année.
On va travailler aussi sur le problème des JO. Bon, c'est pas un problème, mais il va y avoir aussi des questions écologiques. On essaie vraiment de se positionner sur des grands sujets qui sont liés à l'urbanisme et de faire participer les citoyens sur des sujets plus concrets et vraiment d'essayer d'apporter des solutions par rapport à ça. Mais j'ai pas encore vraiment de projet ultra imagé à vous raconter aujourd'hui. Mathias, sur le changement climatique, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à optimiser, par exemple, l'usage des ressources dans la ville? Est-ce que grâce à tous ces capteurs la ville va être ultra connectée, est-ce que ça peut permettre de la rendre plus efficace? Ça, c'est notre conviction et notre raison d'être chez Wintix, c'est que on est convaincu qu'avec l'émergence de toutes ces données partout collectées avec les capteurs, et combiné à la puissance de l'intelligence artificielle, il est possible de trouver des poches d'optimisation partout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une convergence entre le terme de Smart City et le terme de ville verte. Parce que la Smart City, quand elle met la technologie au service de l'optimisation grâce à la donnée, elle permet de faire beaucoup d'économies et donc de réduire son impact carbone. On parle notamment de Smart Grid. Smart Grid, c'est réduire la consommation énergétique des bâtiments des individus, réduire la consommation d'eau, réduire la maintenance parce qu'on peut faire de la maintenance prédictive grâce à la donnée, réduire la pollution parce qu'en optimisant le trafic grâce à la donnée, on réduit significativement la pollution. Même un exemple très, très simple, grâce à la donnée, on peut aujourd'hui savoir quelles sont les places de stationnement disponibles partout si on met des capteurs ou si on utilise les caméras. Et sachez que dans les villes, ça représente entre un quart et un tiers du trafic, c'est des gens qui cherchent une place de stationnement. Donc si on leur dit tout de suite où aller se stationner, vous réduisez significativement la pollution. Donc il y a vraiment tout un tas d'initiatives qui sont aujourd'hui possibles grâce à la donnée pour réduire l'empreinte énergétique. Albert Assaf, on a fait à la Tribune un sondage dans la Tribune de cette semaine, à la fois sur les élections. Je renvoie chacun à lire le sondage, qui peut gagner les élections de mars 2020, mais surtout, on a aussi posé les questions des priorités, des attentes des Parisiens. Et donc, les 3 priorités qui ressortent le plus fortement, très très fortement, c'est la propreté, c'est la sécurité, c'est la lutte contre la pollution qui vient en 3e, mais bon, évidemment, parce qu'on en parle depuis longtemps, là, c'est vraiment des sujets le Paris du quotidien. Qui semble-t-il, parce que les gens semblent en colère contre un sentiment de dégradation sur ces sujets de propreté et de sécurité. Est-ce que, c'est sans doute quelque chose qu'on constate dans beaucoup de villes dans le monde, est-ce que vous observez également qu'il y a des réponses qu'on peut apporter grâce à la Smart City sur ces questions-là, finalement, on s'en aperçoit souvent trop tard. Est-ce que grâce à tous ces capteurs qu'on a, on pourrait se rendre compte qu'il y a un problème de propreté avant qu'il devienne insupportable pour le citoyen, par exemple? Alors, le sujet de la propreté renvoie déjà à un civisme individuel, c'est-à-dire qu'avant d'essayer d'en gérer les conséquences, ce qui est bien normal pour une collectivité, moi j'observe que dans de nombreuses capitales mondiales, la situation est très différente parce qu'il y a une culture, un civisme qui est très différent. Moi, je vois bien, maintenant qu'il est interdit de fumer à l'intérieur, par exemple, des établissements, tout le monde fume dehors et tout le monde se débarrasse de ses mégots. Donc on parle maintenant de centaines de milliers de tonnes, voire de millions de tonnes de mégots qu'il faut récupérer, recycler. Des startups s'en sont saisies. Et nous, par exemple, nous travaillons avec Ecomégo à Grenoble, où nous avons décidé d'installer sur les abris voyageurs un mobilier pour récupérer les mégots des individus au fil de leur parcours. Donc on voit bien qu'on essaie de trouver nous aussi des solutions qui répondent à ce que vous mentionnez, la propreté, en facilitant le fait que on va pouvoir déposer non pas par terre ou le jeter par terre son mégot, mais bien dans un mobilier destiné à cet effet. Et ensuite, il se charge de recycler intégralement ces mégots. Donc il faut trouver des solutions, mais la première est sans doute souvent une solution comportementale, et puis ensuite il faut qu'il y ait des solutions techniques, technologiques, et nous on a souvent travaillé avec des bornes de propreté, on a des sanitaires publics, 400 à Paris, le sanitaire public renvoie à une forme d'hygiène sur l'espace public, donc on est bien sur ces sujets, et vous avez raison, les villes s'en saisissent, mais c'est souvent des coûts, il faut admettre que ce sont des coûts élevés pour la collectivité.
Oui, mais le coût de la saleté en termes notamment pour l'image, ne serait-ce que pour les touristes, Bien par sûr. exemple, etc., qui peuvent être habitués dans d'autres pays à des villes plus propres, exactement. peut être important. Sur la sécurité, est-ce que vous avez... C'est vrai que la sécurité, on est sur des sujets assez régaliens sur la sécurité. Vous connaissez ça évidemment mieux que moi si vous travaillez sur les sujets des caméras, mais nous, on veut mettre à disposition les moyens pour les villes de la rendre plus confortable. En revanche, on ne veut pas rentrer sur des sujets où nous-mêmes serions dépositaires d'une forme de sécurité sur l'espace public. Donc, vous avez raison, la sécurité est quelque chose d'important. Donc, nous, on peut demain connecter des mobiliers pour qu'ils soient compatibles avec des caméras qui vont renvoyer des images à des plateformes. Mais nous, ce sera la technologie qu'on mettra en place. En revanche, on reste en retrait parce qu'on pense qu'après, c'est entrer dans quelque chose qui est régalien, la sécurité, et que ça relève des autorités. Mathias, sur la sécurité Je rejoins tout à fait ce qui a quoi été dit, c'est que la gestion de la sécurité, ça reste régalien. Simplement, effectivement, il y a des nouvelles technologies qui permettent d'aider ce pouvoir régalien à être plus efficace. Nous, à notre niveau, ce qu'on fait, c'est que typiquement, on connecte par exemple des feux de circulation avec des caméras pour savoir exactement ce qui s'y passe et sécuriser, parce qu'aujourd'hui à Paris, circuler ne serait-ce qu'à pied, en trottinette ou en vélo, c'est souvent très dangereux avec les voitures. Et donc, quand vous avez des feux qui analysent automatiquement est-ce qu'il y a des piétons qui veulent s'engager, etc., vous pouvez sécuriser un peu l'espace public comme ça. Et puis, la caméra, elle peut aussi renvoyer des alertes sur des comportements anormaux. Non, mais vous avez raison sur le régalien, mais on sait qu'aujourd'hui, les caméras de la ville de Paris, par exemple pour les scooters qui prendraient les voies de bus, ils se font... Alors, je ne sais pas si c'est complètement automatisé, mais ça va le devenir. Justement, aujourd'hui, et bientôt, ça va quand même... ça va tomber, si je puis dire, les amendes. C'est ça, c'est que... Un algorithme, il peut mâcher le travail. Donc, ça veut dire que nous, on est capable, par exemple, d'identifier automatiquement un scooter qui roule sur un trottoir, une voiture qui roule dans un couloir de bus. Mais ça sera toujours dans les mains d'un agent. Aujourd'hui, un algorithme ne peut pas verbaliser. Il y a que sur la lecture de plaques aujourd'hui et sur les radars, il n'y a que ces deux technologies-là qui peuvent verbaliser, c'est ce qu'on voit sur les autoroutes. Mais la vidéo, aujourd'hui, ne permet pas de verbaliser. Et c'est toujours un agent qui, sur la base d'une alerte potentiellement automatique, peut verbaliser. Et la crainte un peu dystopique de la notation sociale et comportementale contre les incivilités, comme on commence à l'observer dans le monde chinois, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire? Alors après, je n'ai pas dit que vous allez le faire, mais est-ce qu'on saurait le faire si on y a les technologies aujourd'hui dans une ville un peu, disons... qui prendrait cette posture sécuritaire ou très, très, très forte, il pourrait dire je demande à mes caméras de régler un algorithme dans ce sens. Pour être très clair, nous chez Wintix, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire, donc on ne fait pas de reconnaissance faciale notamment pour ces raisons-là. Après, technologiquement, c'est quelque chose qui est rendu possible. C'est en train d'arriver. On le voit en Chine. On sait que c'est en train d'arriver la reconnaissance faciale. Simplement, nous, on est très attachés aux libertés publiques, aux libertés individuelles, et donc on ne se positionne pas là-dessus. Je pense qu'on est très loin. En France en tout cas, d'avoir des initiatives en ce sens et on est protégé contre ça, mais c'est quelque chose qui est technologiquement possible et c'est en ça qu'avoir une gouvernance autour de ces sujets-là est importante. Bien sûr. Julie, sur tout ça. Oui, je pense que c'est intéressant d'avoir en tête effectivement les priorités des Parisiens. Donc on parle de propreté, de sécurité, de lutte contre la pollution. C'est pas statique. On parle souvent du fait que la durée de vie d'une opinion publique peut être seulement de 3 semaines. Nous, sur Flucity, par exemple, on est capable de voir qu'il y a des signaux faibles. Donc le sujet des trottinettes, ça fait 6 mois qu'on prévient nos collectivités parisiennes, arrondissements parisiens, que c'est un sujet qu'il va falloir commencer à adresser le plus rapidement possible aux citoyens parce que ça commence à les embêter, même si c'est pas la priorité majoritaire. Et donc ce genre de signaux faibles est vraiment intéressant dans le cadre d'une gouvernance parce que je pense qu'utilisé à grande échelle, on pourrait régler des très gros problèmes qui sont en train d'émerger, les anticiper et avoir des politiques qui sont effectivement plus prédictives plus proches des gens, et moins réactives. On a vu avec le Brexit, si on avait été au courant que vraiment ce sujet de l'immigration était en train d'arriver depuis plusieurs années et qu'on avait pu réagir à temps, peut-être qu'on ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Donc je pense entraîner les élus, être plus à l'écoute, à faire attention à ces signaux et à les adresser le plus rapidement possible permettrait justement de résoudre les problèmes qu'on a cités comme des problèmes environnementaux en l'occurrence.
On va peut-être conclure. Juste peut-être une dernière question. Votre vision de la ville du futur, si on se projette à 10 ans avec la Smart City, on peut imaginer quoi? Albert Asséraf, et on fait un tour de table et on finira par Julie. En quelques mots, vous venez finalement de poser le sujet. Il y a le sujet technique et technologique, et moi je pense que l'imagination des entrepreneurs est sans limite, et qu'aujourd'hui, la capacité à faire évoluer la ville est majeure, et donc on peut s'inquiéter de ça. Et puis de l'autre côté, il y a les sujets éthiques, politiques, qui vont faire qu'il faut réguler. C'est pour ça qu'il faut trouver cet équilibre entre ces sujets d'innovation, de capacité. On le disait tout à l'heure, technologiquement, tout est faisable, et tout le sera plus encore. Et Julie vient de mentionner le mot prédictif. Il est certain qu'on va pouvoir prédire de nombreuses choses. C'est pas de la voyance, hein, mais c'est que l'analyse du passé va nous permettre d'envisager un certain nombre de scénarios plus réalistes par l'analyse des données. Et donc, il va falloir la ville de Minority Report de Philippe Cadic, quoi. Oui, exactement. Et puis, ça, c'est le côté qui fait un peu peur. Oui, et puis les passionnés de Black Mirror que nous sommes sans doute tous, où il y a un certain nombre de visions dont on se dit, elles sont en fait des visions d'aujourd'hui. Vous n'en êtes pas encore, rassurez-moi, sur les écrans JC Deco à nous montrer les publicités personnalisées à laquelle on pense dans notre tête. Nous n'en sommes pas là, je vous rassure, et nous ne le souhaitons pas. En tout cas, pas celle à laquelle vous pensez dans votre tête, mais il est certain que voilà, il va falloir trouver cet équilibre entre technologie et innovation et régulation et éthique. Mathias, pour cette conclusion, la ville du futur, dans rejoins peut-être idéal, Tech for Good, City for Good. Je rejoins le fait qu'il peut y avoir des craintes, mais moi je suis un optimiste et je suis convaincu que la technologie bien encadrée va vraiment contribuer à rendre la ville largement plus confortable, plus durable, pour avoir des villes dans lesquelles on se sent bien, on se déplace facilement, des villes qui sont inclusives, socialement, avec une participation accrue des citoyens, et dans lesquelles on œuvre aussi pour l'environnement. Donc voilà. Julie Depimedan, on va finir par une parole féminine pour conclure sur la ville du futur. Moi, je voudrais donner ma vision surtout de l'avenir de la gouvernance. Je pense que c'est au cœur du sujet aujourd'hui. J'espère, et c'est vraiment, à mon avis, le sens de l'histoire, que le rôle du politique va être profondément transformé, notamment grâce au digital. Ça a été le cas de tous les autres secteurs aujourd'hui. Et que de plus en plus, un politique va être à l'écoute, dans la synthèse, dans la coordination par rapport à ce qu'il est capable d'entendre à travers les corps intermédiaires, les civic tech et puis les réunions publiques, et co-construire de manière plus régulière son programme et ses projets avec les habitants. Je pense que c'est très important de changer un petit peu l'ordre des choses à ce niveau-là. Et de la même manière, on parlait tout à l'heure de civisme individuel. C'est vrai qu'en France, on est encore très fort dans cette manière de réfléchir au niveau individuel. On a des pays dans lesquels c'est totalement différent. Et je pense que la tendance va devoir s'inverser. Quand on sera capable de montrer aux citoyens que chaque fois qu'ils participent, ça a un impact et qu'ils contribuent à un projet collectif de manière positive, on va l'éduquer vers un mode de citoyenneté qui sera beaucoup plus constructif et qui, du coup, répondra au nouveau rôle du politique qu'il est en train d'adosser. Merci beaucoup. C'est un espoir qu'on pourra peut-être observer dans le futur. Cela conclut notre 5e podcast, donc Talk Sapiens La Tribune. Je crois qu'on se retrouvera en septembre pour d'autres sujets. C'était passionnant. Merci à tous les trois.